Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, nous faisons le point sur ces bateaux poubelles, les cargos à l'abandon dans le port de Brest. Frédéric Lorenzo, bonjour. Bonjour, Pauline. Vous avez enquêté sur le sujet, vous nous en parlez dans un instant. Et puis nous vous proposons aussi une rencontre avec une famille de Finistériens qui ne vit vraiment pas comme les autres, puisqu'elle vit une bonne partie de l'année enfermée dans les glaces de l'Arctique. Nous ferons un tour du côté du Morbihan où le tournage du film Fleur de tonnerre est en cours dans la citadelle de Port-Louis. Et puis ce mardi, focus sur un homme qui a œuvré toute sa vie pour la culture bretonne au cours du 19e siècle. Théodore Hersart de la Ville Marquée a collecté les chansons et récits populaires pour les retranscrire dans le Parzais Braise. C'est un ouvrage de référence pour tous ceux qui étudient la culture bretonne, comme nos invités par exemple, Fange Postic et Nelly Bernard. Bonjour. 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 Alors vous êtes ingénieur d'études et maître de conférences au CNRS, entre autres. Je résume un petit peu vos fonctions. Vous intervenez au manoir de Kerno à Mélac, près de Quimperlé, jeudi et vendredi pour un colloque international autour de Théodore Hersart de la Ville Marquée. Vous nous parlez de cet étonnant personnage tout à l'heure. Et puis le mardi, c'est aussi le jour de l'instant coup de pouce. Et cette semaine, c'est le projet La Cantoche de Brest qui est à l'honneur. Thierry Hébert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association La Cantoche et vous nous direz tout à l'heure pourquoi il faut soutenir votre projet de restaurant solidaire. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actu de ce mardi 10 novembre. Et direction le port de Brest. Pour commencer, si vous êtes habitué des lieux, vous aurez peut-être remarqué ou peut-être même habitué à la silhouette familière de plusieurs bateaux à quai parfois depuis 10 ans déjà. Leur nom, Captain Staref, Antigone Z ou encore Ocean Jasper. Dans les prochaines semaines, ces bateaux poubelles pourraient quitter les lieux, Frédéric. Bah oui, départ bien souvent annoncé et souvent repoussé. Alors cette fois, les choses semblent bouger et clairement la date des fêtes maritimes de Brest 2016 incite à y croire. En effet, la ville de Brest aimerait bien ne pas montrer ces tas de rouille aux milliers de visiteurs attendus et ne pas avoir à les déplacer comme ce fut le cas en 2012 à l'abri des regards. Alors pourquoi ces bateaux sont arrivés à Brest et pourquoi c'est si compliqué de les faire partir, Frédéric? Alors Ocean Jasper, Antigone Z et Captain Zaref ont tous été ou sont encore sous le coup de procédures judiciaires et notamment ces fameuses déchéances de propriété. En clair, ils ont été abandonnés par leurs propriétaires pour décider de leur sort. Il faut donc une procédure judiciaire longue, complexe, pour en disposer et les envoyer à la casse. Alors le Captain Zaref, lui, a été remorqué vers Brest le 25 novembre 2007, donc ça fait bientôt 8 ans après une avarie. Depuis, il n'est jamais reparti. L'Antigone Z, 78 mètres de long et 46 ans au compteur, a été abandonné par son armateur en 2012 dans le port de Douarnenez. Il refusait de payer les réparations, également de payer les marins. Le navire est resté presque un an à Douarnenez. Il a ensuite été remorqué à Brest le 1er mars 2013. Enfin, l'Ocean Jasper, 81 mètres de long, en cause dans le naufrage du chalutier Sokalik et la mort du patron Jobard, est sous-scellé dans l'arsenal de Brest depuis 2007, date du drame. Alors où en sont les procédures, Frédéric? Les juges du tribunal de Brest doivent annoncer au cours de ce mois le montant de la vente, notamment pour l'Ocean Jasper. C'était la date butoir ce mardi pour les offres. Et le juge donc doit fixer le montant de la vente dans le délai d'un mois. L'Antigone Z, lui, doit également être en vente ce mois-ci, mais aucune confirmation pour le moment. Enfin, le Captain Zaref, la demande de la région propriétaire du port de Brest doit arriver cette semaine sur le bureau du préfet du Finistère qui doit, le représentant de l'État donc, donnera ou non son feu vert juridique à la région pour procéder à la vente et rembourser les créanciers. Alors que vont devenir ces bateaux? Alors clairement, le Captain Zaref et l'Antigone Z ne sont plus en état de naviguer. Et pourtant, récemment, un acheteur a fait une offre pour l'Antigone Z. C'est Bernard Elquin de l'association Morglas qui l'a dit. Et il souhaite donc que la vente de ces bateaux ne soit assurée que et uniquement que pour la destruction, la déconstruction, comme on dit. On l'écoute. Sur les mers, il y a des milliers de navires qui ressemblent à cela, des navires qui doivent aller vers la casse. Et aujourd'hui, le discours politique est le suivant. Nous faisons la chasse aux trafiquants de drogue, nous faisons la chasse aux trafiquants de personnes, parce que ce qui se passe en Méditerranée, c'est du trafiquant de personnes, et que ce type de navire
est le navire qu'il faut à ces trafiquants, qu'il faut à ces bandits pour envoyer des gens des côtes d'Afrique vers les côtes européennes. Donc, ceux qui vendront ces navires, qu'ils aient bien ça à l'esprit. Combien ça se revend, ces bateaux-là, Frédéric? Eh ben, c'est vendu au poids de la ferraille. Hein. Alors pour l'Antigone Z, pour le Captain Zaref, pardon, le poids total est estimé à 5000 tonnes, à environ 100 € la tonne. Vous voyez qu'on doit approcher les 500 000 €. Le montant de la vente servira à rembourser notamment les frais de port. Il y a plus de 1,3 million dépensés en frais de port auprès de la CCI pendant ces presque 8 années à la mare. Alors pour l'Océan Jasper, son immobilisation depuis 8 ans laisse craindre une détérioration du navire, même s'il a été gardienné dans de bonnes conditions dans l'arsenal. Mais pour Jean-Paul Elquin, que nous venons d'entendre, ce navire doit aussi partir à la casse. Et puis dans le port de Brest, un navire chasse l'autre. Et oui, dernière arrivée, le Carl, bien caché derrière les grilles du port. Le bateau devait embarquer une cargaison de pommes de terre de semences. Il est en avarie depuis le mois de mai et en août, surprise pour l'association Morglaz. Jean-Paul Elquin nous explique pourquoi. Nous avons appris, tout à fait par hasard, que la première semaine d'août, ce navire, dans un port bien sécurisé, comme le port de Brest, paraît-il, aurait été vandalisé. Donc les appareils de navigation ont disparu. De toute manière, le Carl, l'Antigone Z et le Capitaine Zaref ne peuvent partir que pour la déconstruction au plus près. Surtout, ne pas aller en Méditerranée. On le voit, le port de Brest risque encore longtemps d'accueillir des navires poubelles. Peut-être qu'une filière de déconstruction aurait eu sa place, mais le créneau semble désormais pris par Bassins en Gironde, où sans doute vont échoir l'Antigone Z et le Captain Zaref. À suivre, donc merci beaucoup Frédéric. Enfermé dans les glaces au bord du cercle polaire, c'est ainsi qu'a choisi de vivre la famille Brossier. Pour Éric, France et leurs 2 filles, l'aventure, c'est le quotidien. De passage rapide dans le Finistère, ils se sont confiés à Camille Pochet. France, Éric et leurs 2 filles ont 2 maisons. Une à Anvec et l'autre prise dans les glaces de l'Arctique, le Vagabond, un bateau. Depuis 15 ans, le couple sillonne le Grand Nord. Leurs 2 filles, Léonie et Aurore, ont aussi 2 écoles et 2 façons de vivre bien différentes. Ici, il n'y a que 55 minutes de sport par semaine, alors que là-bas, il y a 5 heures de sport par semaine parce qu'on a 1 heure de sport par jour. L'anglais, j'ai appris à 4-5 ans, je crois. Et l'inaptitude, j'ai commencé l'année dernière, je crois. J'ai pas forcément hâte de quitter mes amis, mais j'ai hâte un peu de la nuit polaire là-bas. Éric Brossier est géophysicien. Le réchauffement climatique, il en voit certains effets au quotidien. Le moustique, par exemple. Ils n'avaient pas de moustiques il y a 10 ans dans le village, et là, c'est un peu la panique l'été maintenant. On ne peut pas parler de réchauffement ou d'évolution du climat sur des échelles de 2-3 ans. Même 5 ans, enfin là, c'est plutôt de l'échelle de la météo. Pour parler de climat, il faut aller dans des dizaines d'années déjà. Donc c'est pour ça que nous, finalement, ça fait 15 ans, certes, mais on peut que, confirmer que tout semble aller dans le même sens, que les statistiques sont vérifiées sur le terrain. La famille connaît bien le territoire et les Inuits qui le peuplent. Ils servent aussi de lien pour les experts qui viennent faire des prélèvements sur ce terrain glaciaire. Leur bateau, le Vagabond, est devenu une sorte de base avancée. France aide aussi son mari pour certaines tâches scientifiques. Elle, qui a fait les beaux-arts, n'envisageait pas de plonger dans ce monde de science. Je l'aurais absolument pas imaginé avant de rencontrer Éric. C'est passionnant parce qu'on accueille à bord des scientifiques qui sont passionnés et qui savent parler à tout le monde, qui savent. Alors je me dis, si moi ils me font comprendre les choses, c'est bon, ils savent expliquer leurs thèmes et leurs sujets. France reviendra bientôt à ses premières amours en organisant des résidences d'artistes, 3 semaines à bord du Vagabond. Toute la petite famille repart vers le Grand Nord ce lundi pour de nouvelles aventures. Un peu de cinéma à présent avec le tournage du film Fleur de tonnerre qui se déroule dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Inspiré du roman de Jean Telet, le scénario retrace la vie d'Hélène Gégado, une criminelle bretonne qui a empoisonné plus de 60 personnes au 19e siècle. Il y a quelques jours, l'équipe tournait dans la citadelle de Port-Louis, près de Lorient. Les caméras de TB Sud y étaient. Depuis le début de matinée, la citadelle de Port-Louis accueille l'équipe du film Fleur de tonnerre.
Il tourne l'une des premières séquences de l'actrice principale. Déborah François incarne Hélène Djegado, l'empoisonneuse bretonne exécutée en 1852 à Rennes. C'est une scène musclée, une scène très physique de confrontation de deux amoureux qui malheureusement ne pourront plus s'aimer. Dans un décor qui correspond lui aussi à l'esprit du film. Alors quand la météo s'en mêle, cela n'inquiète pas la réalisatrice, ça colle au film. Le vent, la tempête, quand les éléments se déchaînent comme ça donne beaucoup de force et ce sont des images de vérité, des images qui ont une profondeur et une intensité. Ça illustre tout à fait le propos du film. C'est un propos de tourment, d'antagonisme. C'est un film qui est très physique, qui est très fort, qui est dans des confrontations d'univers, une lutte perpétuelle entre l'amour, le désamour, le bien, le mal, la douleur, de multitudes de crimes perpétrés par cette femme qui a été une petite fille en souffrance, une petite fille malmenée. Le partenaire de Déborah François ce matin, c'est Benjamin Biolay. Il joue l'un de ses amours, bourgeois et plutôt romantique selon l'acteur. Et pour lui, jouer ici était aussi l'occasion de ressentir l'histoire de ce lieu. J'ai fait un peu le tour de la citadelle et particulièrement du mémorium des 69 résistants fusillés. Là, donc c'est un lieu empreint d'histoire et carrément très impressionnant, quoi. C'est pas un lieu vierge, quoi. Et c'est un magnifique écrin pour un corps à corps. Voilà, ici, il y a des forces telluriques dans ces caillasses-là qui aident et qui sont vraiment un décorum spectaculaire. Ça a vraiment du sens. C'est au-delà d'un décor, c'est toute l'énergie et toute l'âme de ces séquences-là. Une énergie d'autant plus importante que cette femme, Fleur de Tonnerre, en a aussi. Et peut-être un peu trop. C'est la tueuse, l'empoisonneuse la plus prolifique en France. Enfin, dont on connaît en tout cas les meurtres. Il y en a peut-être qui ne se sont pas fait prendre. C'est particulier, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un joli rôle de femme très intense. C'est ça qui me plaît. J'aime bien raconter la vie des femmes, je l'ai fait dans mes films documentaires précédents. Et c'est l'histoire de cette femme qui est une femme pas comme les autres. Et moi, j'ai voulu un petit peu comprendre pourquoi cette femme en était arrivée là. Une histoire qui vaudra le coup d'être vue dans les salles bretonnes d'ici quelques mois. Quant à la fin du tournage, elle est prévue pour mi-décembre. Il est l'auteur du Barzaz-Braise, le livre phare de la culture bretonne. Théodore Hersart de la Ville-Marquée est à l'honneur au manoir de Kerno, près de Quimperlé. C'est 12 et 13 novembre et nos invités nous en parlent maintenant. Fange Postic et Nelly Blanchard, et non pas Délie Bernard. Vous avez étudié en long, en large et en travers, j'imagine, l'œuvre de Théodore Hersart de la Ville-Marquée. Il est né à Quimperlé au début du 19e siècle. Mais qui était Théodore et quel était son métier, Fange? Théodore Hersart de la Ville-Marquée, c'est un noble. Et donc, il n'a pas besoin nécessairement de travailler. Et ses parents et lui-même ont suffisamment de terres et qui permettent de vivre assez tranquillement et de consacrer son temps à des passions, et notamment à l'une d'entre elles qu'il a fait connaître, qui est celle de collecter des chants populaires. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est passionné pour les chants populaires, Nelly ? En fait, il était enthousiasmé par cette production populaire, mais les influences viennent d'ailleurs. Il a été en contact et il a été aussi enthousiasmé par des lectures d'Allemagne, d'Angleterre, d'Écosse. On peut nommer les frères Grimm, par exemple, qui avaient aussi collecté des contes, ou d'autres personnes en Écosse et en Angleterre. Et en fait, il s'est mis à faire ce même travail ici en Bretagne, et il se trouve que même s'il est influencé par des travaux antérieurs en Europe, eh bien, il est parmi les premiers en France à réaliser ce genre de collecte. C'était un grand écart social un peu, non ? D'aller collecter en étant noble. Lui qui était noble, oui, c'est pas forcément des éléments de la tradition. Non, parce que justement, c'est pour ça aussi que le colloque s'est déroulé au manoir de Carnot. Le manoir en Bretagne, c'était une habitation effectivement noble, mais le noble, c'était de la moyenne noblesse, de la petite noblesse, se trouvait au milieu de ces fermiers et avait des contacts réguliers, quotidiens avec eux, parlait éventuellement d'ailleurs en breton avec eux, et donc il n'y avait pas cet écart-là qu'on imagine par exemple Louis XIV à Versailles, oui. Non, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce que donc son ouvrage, avec tout ce qu'il a collecté, s'appelle donc le Barzaz-Braise. Est-ce que ce Barzaz-Braise, donc qui est sorti en 1834, c'est ça 39. 39, voilà. Est-ce qu'il a eu du succès à sa sortie, Nelly ?
Ou Fanche, oui, celui qui veut répondre. Vas-y, Fanche, si tu veux. Non, oui, enfin, c'est un ouvrage, donc, à l'époque, il faut dire qu'il devait être imprimé, il avait demandé à un imprimeur de Brest, le Fournier, et le Fournier, qui était brestois, a dit non, ça ne marchera jamais, ça n'aura pas de succès, et j'ai plein de choses autres à faire, et donc il a refusé. Et c'est pour cette raison-là que l'ouvrage finalement a été édité à Paris. Et le fait que ce soit édité à Paris, ça a contribué à le faire connaître dans les milieux parisiens, dans les milieux littéraires qui s'intéressaient à cette culture populaire. Et donc, c'est peut-être grâce à l'imprimeur brestois que le Barzaz a finalement été connu. Est-ce que ça a été connu aussi justement par les milieux parisiens et tout ça, parce que c'était traduit en français? Enfin, c'est quand même l'avantage de ce livre pour bien le comprendre. Oui, tout à fait, mais je pense aussi que ça faisait partie des stratégies de l'auteur. C'est un ouvrage écrit en français avec une collection de chants qui sont proposés en breton et dans leur traduction en français. Donc effectivement, tous les lecteurs francophones, et notamment dans les milieux littéraires parisiens du début du 19e siècle, ou du premier tiers du moins du 19e siècle, pouvaient lire ça. Et les textes en breton, finalement, figuraient là comme un plus, mais même s'il n'y avait pas accès. Alors, il y a eu des théories du complot autour du Barzaz Breiz. Certains estimant que De La Vie Marquée avait inventé des chants et des poèmes du livre. Qu'en pensez-vous, vous les spécialistes? Alors, bon, Nelly pourra apporter aussi son regard. En fait, ce qui a permis peut-être de faire le point, d'apporter un éclairage nouveau à cette controverse, on a parlé de la querelle du Barzaz Breiz, et qui a été virulente à partir des années 1867, et puis même ça a duré bien au-delà de la mort de l'auteur en 1895, c'est que La Vie Marquée, la famille avait conservé, fort heureusement, lui-même et la famille avaient conservé les carnets sur lesquels il avait noté. Il avait fait ses collectes de chansons. Et donc, ça a permis de voir la collecte telle qu'il l'avait faite, les matériaux bruts qu'il avait collectés, et ensuite ce qu'il en avait fait. Et c'est vrai que le Barzaz Breiz, c'est un ouvrage, c'est une œuvre littéraire, et d'ailleurs, Nelly a consacré une thèse à cet aspect-là. Et elle est mieux placée que moi pour en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprend le Barzaz Breiz sur les Bretons du 19e siècle ou même d'avant? Alors, c'est une voie d'accès sur les Bretons du 19e siècle, mais c'est aussi, puisque c'est une œuvre littéraire, une voie d'accès à l'auteur lui-même. En fait, ça nous dit beaucoup du lien que recherchait la noblesse avec le peuple, d'un lien qu'ils sentaient comme en train de se perdre peut-être après la Révolution, etc. Donc on a deux accès là, à la fois une matière populaire, avec effectivement cet écart que l'on peut étudier, analyser, essayer de comprendre entre la collecte elle-même et la réécriture, et puis l'accès au projet de l'auteur, qui est de mettre tout ça en forme, de les agencer, de les mettre en ordre pour proposer une certaine vision de la Bretagne. Et la Bretagne, justement, à l'époque, était la région un peu arriérée, telle qu'on l'a présentée parfois à l'aube du XXe siècle, comme ça? Eh bien, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie d'un des aspects de l'image de la Bretagne qui va être construite à partir du début du XIXe siècle, arriération, mais aussi terre des origines, terre de la pureté des origines, etc. Donc il va y avoir ces deux facettes-là qui vont nourrir petit à petit, tout le long du XIXe siècle, cette image de la Bretagne. Alors le Barzaz Breiz a influencé des artistes contemporains, Alan Stivell pour ne citer que lui. Le colloque auquel vous participez est international. Ça veut dire que le Barzaz Breiz a aussi eu une répercussion à l'étranger. De quelle façon? D'abord, il a été traduit très vite dans beaucoup de langues. En allemand, 2 éditions allemandes, en anglais, une belle édition qui est la seule édition illustrée d'ailleurs du Barzaz Breiz qui existe à ce jour. Donc, et ça a été traduit en polonais. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de traductions? C'est sans doute que ça correspondait à une demande et à un intérêt à l'époque. Et il faut bien le dire que ce type d'ouvrage existait aussi dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'était aussi un point de comparaison entre, je pense à la Finlande en particulier, en 1835, un médecin qui s'appelle Elias Lönnrot avait fait un travail similaire et qui aboutit au Kalevala, qui est un des chefs-d'œuvre, considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature finlandaise aujourd'hui. Merci. Juste une dernière question. Quel était l'objectif poursuivi par l'auteur de mettre sur le papier une tradition bien souvent orale? Est-ce qu'il y avait la volonté de fixer dans le temps quelque chose qu'il sentait fragile
Il y a de ça, et puis en même temps aussi le souci de trouver une source d'inspiration. On est dans la période romantique, et l'idée aussi de peut-être éditer, proposer un ouvrage qui pourrait donner une idée de l'histoire de la Bretagne qui était un peu absente, pas connue, et donc c'était un moyen, en allant chercher dans ces mémoires populaires, de peut-être retracer cette histoire de la Bretagne depuis les origines. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je rappelle que le colloque international sur Théodore Hersart de la ville marquée se tient au manoir de Carnot, près de Quimperlé, c'est 12 et 13 novembre. À cette occasion, plusieurs concerts sont aussi proposés dans l'église de Mélac. Vous retrouvez tout le programme, toutes les infos sur manoir.carnot@cdp29.fr. Et tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Ça s'appelle La Cantoche. C'est un projet de restaurant solidaire qui fait appel à vous pour voir le jour à Brest. Thierry Hébert, vous êtes le président de l'association La Cantoche. Alors, c'est quoi exactement le concept de ce restaurant ? Alors, le concept de ce restaurant, c'est pouvoir distribuer des plats chauds avec le principe de la ramasse, c'est-à-dire que tous les invendus des grandes surfaces, puisqu'aujourd'hui on lutte contre la loi zéro gâchis, et ça permettra de redistribuer des repas à faible coût pour les personnes à petits revenus. D'où est née l'idée de ce concept ? D'où est née l'idée ? Ça fait 2 ans que je suis bénévole dans une autre association. Je me suis aperçu qu'on distribuait de la nourriture à des personnes qui étaient soit dans des hôtels, soit ils dormaient dans les couloirs de chez Coalia ou dans la voiture, et où ils avaient plus l'eau ou l'électricité chez eux, donc c'était pas évident non plus de faire cuire un paquet de pâtes et de se nourrir. Et voilà, donc c'est bien beau de distribuer de la nourriture, mais il faut aussi penser pour ceux qui ne peuvent pas cuisiner, de pouvoir leur servir des plats chauds. Donc là, l'idée c'est que ça coûte. Il y a quand même un coût du repas quand on arrivera donc dans cette cantoche. Voilà, une tout à fourchette fait. de prix qui est la fourchette de prix est de 1 à 8 euros. Pour donner un exemple, c'est-à-dire que les enfants jusqu'à 10 ans ne payeront 1 euro. Les personnes, qui sont au RSA payeront 2 euros. Le RSA plus activité et petite retraite 4 euros. Et l'association et la cantoche sera ouvert à tout public, tout le monde. Et donc les personnes qui travaillent, eux, payeront 8 euros. Et donc c'est un repas complet, entrée, plat, dessert. C'est un endroit où on pourra manger, c'est un endroit aussi où il y aura du lien social qui se fera puisque c'est ouvert à tous. Voilà, c'est-à-dire que ça va permettre de faire un lien social. Donc, on va essayer de rompre l'isolement et c'est permettre donc aux personnes qui ne peuvent pas s'offrir un restaurant au jour d'aujourd'hui de pouvoir être à la cantoche, servis comme dans un vrai restaurant, puisqu'ils sont servis par des bénévoles, c'est cuisiné par des bénévoles. Donc, ce sera vraiment l'optique d'un restaurant. Alors, vous avez déjà un local situé 204 rue Jean Jaurès à Brest. Où en sont les travaux ? Alors, on a un local, donc les travaux commence un petit peu à évoluer. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de fonds de trésorerie justement pour pouvoir acheter la matière première, puisqu'on a beaucoup de bénévoles qui nous donnent un coup de pouce pour reconstruire. Moi-même, je suis assez bricoleur, donc ce qui fait que ça me permet de voir au niveau des plans et tout pour la reconstruction. Et là, ce qui nous manque, voilà, c'est un budget donc pour les travaux. Donc l'ouverture est prévue pour quand, si tout va bien ? Alors l'ouverture est prévue, si tout va bien, en janvier. Alors, vous devez atteindre 5 000 € sur un site de financement participatif qui est kengo.bzh. Il y a déjà 1 300 € de récoltés. Il reste 72 jours. Donc, c'est à vous d'aller cliquer sur kengo.bzh. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur la cantoche, c'est www.lacantochebrest.com. Ouais, moi, je voulais demander s'il y aura des choux de Bruxelles à la cantoche. Oui, tout à fait. Non. Et en fait, on va bien cuisiner. On va bien cuisiner. Il y aura plein de vieux légumes aussi que les personnes ne savent pas cuisiner. Si on prend les artichauts et tout ça, et donc ça permettra de les cuisiner. Merci beaucoup Thierry. En tous les cas, on vous souhaite bon courage pour votre projet. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, vous retrouvez votre magazine Chemin de traverse. Au programme ce mois-ci, une recyclerie brestoise, les tréteaux chantants à l'Esnevin ou encore une expo sur la pierre et le fer à l'Henriec. On regarde un petit extrait. Ici, vous ne devinerez jamais la fonction de cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un outil de pharmacien qui servait à faire des suppositoires. Sans blague. Eh oui. La matière était glissée dans un cylindre et ensuite, on pressait cette matière et les suppositoires se formaient à l'extrémité.
Voilà, et Fanche Postier qui avait effectivement trouvé ce côté, cette machine à suppositoire. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.